Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, comme tous les soirs, 21 h, minuit sur metatv.org. C'est la saison 2 et ce soir, on est avec Nasreddine Boutamina. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va dire Nas, hein, tu m'as dit le petit nom. Bonsoir à tous les métanautes, évidemment, connectés. Pascal, Vida, Snow, Gawar, Gemlench, Kroos, Giorgio, One Cybernetic, Vladjo, Fai, Astron, Liberty, Antisocial, Cyrine, Jojo, etc. Bienvenue sur la libre antenne. Bonsoir à la régie, évidemment. Et ce soir, donc, on va aborder, si j'ai envie de dire, on va déconstruire un petit peu, certainement, encore certains mythes. Hein. Alors, pour te présenter, Nas, toi, tu as fait des études de biologie médicale, c'est bien ça. C'est ça, oui. Donc tu me spécifies en plus, tu avais travaillé dans l'embryologie en plus. Oui, voilà, c'est bon, c'est des certificats universitaires. Mais sinon, mon domaine d'application, c'est l'immunologie. C'est l'immunologie, Ouais. voilà. Donc spécialiste des sciences. Alors tu as écrit un certain nombre d'ouvrages, hein, très prolifiques, dans laquelle alors comment je peux dire ça, tu reviens, on va dire, aux fondamentaux, c'est-à-dire déjà la science, et tu remets en question un peu l'historiographie moderne, c'est-à-dire officielle, j'ai envie de dire, plutôt que moderne, officielle. C'est-à-dire que on aurait donc une histoire qui nous a été présentée, qui nous a été enseignée depuis, on va dire, très longtemps maintenant, hein, plusieurs siècles, dans laquelle il y aurait des bases qui seraient faussées, qui seraient fausses, qui seraient, ou en tout cas inexactes. Oui, donc, mon cher Patrick, on sait qu'il y a deux sortes d'histoires. Donc, une histoire qui est officielle et une histoire qui est officieuse. L'histoire officielle, c'est celle qui est enseignée, qui est institutionnalisée, qu'on retrouve enseignée dans l'éducation nationale, qu'on apprend à l'école, à l'université, à l'entrée des grandes écoles, etc. quoi. Donc il y a aussi, et celle-là, c'est une histoire que j'ai retrouvée après maintes et maintes recherches, parce que cette histoire-là est comme un immense puzzle, je dirais peut-être même d'1 million d'éléments, où il faut récupérer ça dans maintes et maintes endroits, que ce soit dans les musées, les librairies, les bibliothèques, etc., pour essayer de faire une espèce de condensé. En fait, c'est une vision globale de cette histoire. Et on s'aperçoit que cette histoire a été tronquée, maquillée, ou tout bonnement fabriquée de toutes pièces. Alors d'abord, tu développes une notion que tu as appelée le rétablisme. Alors c'est bien toi le parrain de cette notion, hein, le rétablisme. Moi j'ai trouvé ça génial parce que le rétablisme, c'est quoi? C'est on va dire un révisionnisme, mais correct, c'est ça? C'est-à-dire au lieu parce que c'est vrai que le mot révisionniste est taxé est très politisé, on va dire. Le rétablisme, c'est une façon donc on va dire à l'aune des faits scientifiques, de rétablir, comme tu dis dans le livre, qui a pour but de bouleverser un peu toutes les vérités officielles par la science. Tout à fait. Donc le rétablisme, c'est après de très longues périodes de recherche. Et il s'avère que cette expression de rétablisme, il y avait du mot de rétablir. Rétablir quoi? Une vérité. Une vérité, comme je dis, qui a été complètement fabriquée. On pourra revenir tout à l'heure, dans une certaine période. Et qu'elle soit... en fait, c'est un rétablissement d'une historiographie et d'une histoire qui a été fabriquée à une certaine époque et qui touche pas seulement le domaine des sciences, parce que c'est le sujet actuellement de notre débat, mais ça va au-delà, c'est l'histoire en général, qu'elle soit archéologique, anthropologique ou théologique. C'est ça D'ailleurs, voilà, toi tu remontes très loin, parce que tu dis tout est faussé même depuis la préhistoire. En gros, on nous raconte... Effectivement, tout est une question En fait, l'histoire actuelle, c'est rien d'autre que faire l'apologie d'un système, d'un événement, d'un personnage, pour essayer de l'imposer. Donc cette histoire-là, que je traite un peu dans cet ouvrage, qui est un petit ouvrage qu'on appelle le rétablisme, d'après le sujet qui nous intéresse actuellement, ça concerne beaucoup plus les sciences,
et sciences exactes, quoi. C'est les sciences, pourquoi les sciences? Parce que ce sont quand même des thèmes qui sont assez, qui peuvent être prouvés justement scientifiquement parce qu'il y a une traçabilité. Et surtout, devant l'ampleur de cette mystification, il s'avère qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Quelque chose qui ne colle pas, qui est bizarre, étrange, par rapport à ce qu'on a, quand on fouille bien, quand on se retrouve après d'avoir très bien fouillé l'histoire. Surtout, on pourra revenir tout à l'heure sur l'origine même de cette science. Oui, justement, voilà, on va revenir aux origines de la science. Alors, tous les préceptes, alors, parce que toi, tu pars vraiment en nous disant que l'histoire, dans ses fondements, en fait, on nous a trompés, quoi. Dès le début, la vision, on va dire, déjà darwinienne des choses, toi, tu la réfutes complètement. L'homme descend du singe, enfin, Lucie, etc., tout ce qu'on nous apprend finalement à l'école, en plus. Oui, c'est vrai. Certains de mes travaux se sont orientés vers l'origine de l'homme, qui n'est pas tout à fait notre sujet actuellement. C'est beaucoup plus spécialisé. Ça pourra en faire une émission de plus tard, si tu veux bien, concernant justement l'origine de l'homme, son apparition, qu'elle soit anthropologique, archéologique ou historique. Pour revenir à l'histoire, je me permets de lire une petite phrase du fondateur des sciences humaines qui s'appelle Ibn Khaldoun, né en 1332 et mort en 1406, donc qui est le fondateur des sciences humaines. Il définit l'histoire comme je vais vous la lire. Il faut rejeter toute information suspecte et faire preuve d'esprit critique et d'impartialité. Les phénomènes événementiels sociaux s'étudient de manière analytique et dialectique. Il faut combattre le démon du mensonge avec la lumière de la raison. Dans son ouvrage qui s'appelle La Muqaddima ou Les Prolégomènes, il définit le fondement même de l'essence de l'histoire telle qu'elle doit être, c'est-à-dire l'histoire scientifique, loin des chroniques. Les chroniques ou des historiettes qu'on raconte à la gloire d'un roi, d'un monarque, d'une religion, d'un système, etc., etc. Oui, donc il aborde l'histoire justement en y évacuant l'idéologie. C'est-à-dire qu'on aborde ça de façon scientifique sur les faits. Tout à fait. Oui, ce qui est assez nouveau finalement à l'époque quand même d'aborder l'histoire comme ça, parce que l'histoire a toujours été abordée pour les vainqueurs, on va dire. Ça a été fait pour enjoliver un peu les choses. Tout à fait. C'est vrai que l'histoire, déjà au Moyen-Âge, déjà à l'époque de l'Antiquité, au Moyen-Âge, on ne peut pas appeler ça de l'histoire, c'était des chroniques. C'était en fait la plume du chroniqueur était mise sous la finance de celui qui désirait les chroniques. Donc ici j'ai un petit tableau qui va nous permettre un peu de comprendre cette falsification, cette mystification des sciences. Donc les grandes dates selon l'Occident de l'histoire des sciences. Alors nous avons ici une chronologie qui part de la préhistoire, la pyramide, la fabrication de la pyramide. Les pyramides aussi, qu'on dit qui sont d'origine égyptienne aussi, mais ça fera peut-être encore l'objet d'un autre débat, qui n'ont jamais été construits par les Égyptiens. Malgré, oui, tout à fait, malgré les études, malgré l'égyptologie, mais bon, ça c'est un autre... Mais qui les aurait construits? Ça c'est encore peut-être un autre sujet, restons un peu concentrés dans les sciences. Donc l'astronomie, les historiens remontent la naissance de l'astronomie à moins 2000 avant Jésus-Christ, et de moins 2000 à pratiquement moins 100, on retrouve la Grèce antique. Donc la Grèce, c'est la grande pourvoyeuse de sciences, de la culture, de la morale, de la démocratie, de la liberté, etc. etc. Et dans cette période grecque, ou gréco-romaine, beaucoup plus grecque, parce que les Romains étaient beaucoup plus attirés vers le martial, tout ce qui est
structure militaire, etc. Donc moins, il brillait moins d'un point de vue culturel. Donc on a focalisé, on a bien choisi cette période de la Grèce. Donc il y a des noms que tu dois connaître beaucoup, les Thalès, Pythagore, Euclide, Diophante, Socrate, Platon, etc., qui sont nés dans cette période, entre moins 500 et plus 100. Et comme par enchantement, il y a un problème qui se passe à partir du 8e siècle jusqu'au 16e, il y a un vide intellectuel, un vide culturel. Donc on passe de la Grèce antique à la Renaissance, selon une continuité socio-culturelle entre l'Antiquité gréco-romaine et l'Occident chrétien. On passe de moins 500 à plus 1400, 1500, 16e siècle. C'est le Moyen-Âge, cette période-là. Il y a le Moyen-Âge qui est compris, ensuite on tombe sur la Renaissance. Oui. La Renaissance qui donnera ensuite, tout de suite après, les siècles des Lumières. Donc dans cette Renaissance, on trouve Galilée, Léonard de Vinci, Tycho Brahe, Copernic, Kepler, qui sont considérés comme les continuateurs scientifiques des Grecs. C'est pour ça qu'on dit Renaissance. Parce que voilà, la Renaissance, tout à fait. Donc c'est l'apparition miraculeuse donc, des sciences, des lois, de l'univers, des découvertes scientifiques, de la vie civile, etc. quoi. Et bizarrement, on n'entend pas parler ni de l'Égypte, ni de la Perse, ni de la Phénicie, ni de la Mésopotamie, et ni de la Syrie, comme si ces sociétés beaucoup plus antérieures que la Grèce, beaucoup plus urbanisées, beaucoup plus civilisées, n'ont jamais existé, d'un point de vue culturel. À croire qu'ils pratiquaient la cueillette, la chasse et la pêche. Parce qu'on focalise toute l'Europe, qu'on appelle l'européocentrisme, est basée sur la Grèce antique. Donc effectivement, on oublie cette filiation avec les autres cultures. Mais est-ce que c'est pas valable aussi pour l'Afrique, puisque puisqu'on est dans la déconstruction, tous ces auteurs grecs qui nous sont enseignés, beaucoup on va dire, il y a d'autres théories aussi que celles qui sont officielles, qui nous disent que ces gens-là seraient allés en Égypte en fait à un moment donné pour justement apprendre ce qui va être la médecine, les arts, etc. Est-ce que c'est un fondement historique, ça, vraiment? Parce que beaucoup d'historiens africains défendent ce point de vue-là. Oui, effectivement, c'est vrai que on relate, les scientifiques relatent comme quoi l'Égypte est le professeur de la Grèce antique. Effectivement, pour certains éléments, par exemple l'architecture. L'architecture, c'est vrai, la sculpture, les fresques, le décor des temples, c'est vrai effectivement de ce côté-là. Mais d'un point de vue scientifique, rationnel, en parlant des mathématiques, par exemple, l'architecture construite par les Égyptiens ou les Grecs n'a rien de scientifique. C'est une construction, je dirais, pragmatique. On sait construire les maisons, on sait construire des colonnes, on sait construire un temple. Oui, mais les statues quand même énormes. Les statues, c'est encore un autre phénomène. Est-ce que tu parles des statues grecques ou des statues égyptiennes? Par exemple, les colosses de même nom. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, au niveau des pyramides, si les pyramides n'ont pas été construites par les Égyptiens, il y a certaines pyramides, certaines statues dont les proportions, la morphologie, la structure, le matériau sur lequel ont été travaillés est inhumainement impossible, mathématiquement impossible à réaliser. Déjà au niveau de l'outillage, quel outil ont-ils utilisé pour tailler du quartz par exemple? Donc voilà. Mais ça c'est encore, comme je dis, ça c'est encore un autre phénomène. Mais disons que les sciences comme les mathématiques, la médecine, la botanique n'ont jamais existé auparavant. Pour la simple raison. Pourquoi? Parce que ces sociétés antiques étaient pataugés dans un bourbier qu'on appelle la mythologie. Ils étaient foncièrement mythologistes. Les légendes, les superstitions, la magie étaient le pain quotidien de ces sociétés. Et on sait très bien que la mythologie, les sciences, les légendes et les superstitions sont antinomiques vis-à-vis de la science.
C'est pas possible qu'on peut être mythologiste et en même temps scientifique. Ça va pas. C'est contraire, contradictoire. Et donc, parlons de la Grèce parce que c'est notre, disons, c'est notre sujet de notre débat. Étant donné que la Grèce est foncièrement mythologique, toutes les divinités de la Grèce antique, tout le panthéon grec était l'artisan de l'univers. Chaque dieu était responsable d'un élément ou d'un principe naturel. Zeus, par exemple, j'ai fait un petit tableau vite fait. Zeus, par exemple, était dieu suprême et le maître des dieux et des hommes. Prenons un cas concret. Déméter, chez les Romains, elle avait un autre nom qu'on appelle Cérès, était la déesse de la terre et de l'agriculture. Rentrons un peu dans la logique d'un grec. Imaginons qu'un grec a fait une mauvaise culture. Que va-t-il faire? Étant donné qu'il est mythologiste, il va faire des offrandes dans un panthéon à Déméter. Par des offrandes, des incantations pour que la terre soit beaucoup plus productive. Donc il n'aura jamais l'idée d'étudier la plante, l'irrigation pour essayer d'améliorer sa culture. Donc pour lui, il est impensable d'étudier, de sortir du contexte mythologique pour aller vers un système scientifique, quoi, rationnel, qui est débarrassé de tout contexte hasardeux, douteux, ou légendaire, ou superstitieux, ou mythologique. Tous les scientifiques grecs, ils obéissaient tous à ce canon, tout à fait. Tout à fait. Donc, on peut dire que la société gréco-romaine demeura la philosophie des dieux et de leurs mythes. La connaissance de l'univers fut pour les Grecs et les Romains une interprétation intellectuelle uniquement et exclusivement mythologique. Chaque dieu, donc comme je dis tout à l'heure, chaque dieu responsable d'un élément ou phénomène naturel détient une autorité qui explique son pouvoir sur l'homme et sur la nature. Poséidon, c'était le maître de la mer, donc de la pêche, donc tout ce qui est en rapport avec la vie marine. Pourquoi étudier les plantes, le plancton, les poissons puisqu'on a déjà un dieu qui s'occupe de... Les Grecs, ils ont quand même étudié, non? Ils ont pas laissé, c'est une légende ça aussi, qui nous ont laissé des travaux quand même sur sur l'étude justement, bon, j'ai envie de dire des mathématiques par exemple. Donc ce phénomène, en fait, ce problème, en fait c'est un problème parce qu'en réalité ils n'ont strictement rien laissé, quoi. Justement, sur quel support ont-ils laissé un quelconque ouvrage? On pourra tout à l'heure parler un peu sur ça, mais j'aimerais bien reprendre un peu certains écrivains qui ont travaillé, des hellénistes qui ont travaillé justement sur la Grèce antique. Parce que le problème avec la Grèce, il ne suffit pas de nous dire, bon, Pythagore, Thalès a écrit, a inventé la géométrie, voilà, le théorème d'Archimède, de Pythagore ou de Thalès, quoi. Ce que j'ai fait, bon, c'est ce qu'on a appris à l'école, à l'université, etc. Ce qui m'a je trouvais un peu bizarre, que justement, ils ont trop fait, ces Grecs. Ils ont trop créé, quoi. Et qu'ont-ils laissé entre-temps, quoi? moins 500 avant Jésus-Christ, normalement, ils auraient dû laisser des traces, quelque chose qui est palpable, qui a fait preuve que ce qu'ils ont créé a persisté, a resté, quoi. Et bon, on s'avère, donc, l'idéal, c'est d'aller décortiquer la Grèce antique. Qu'est-ce que c'est un grec? J'ai trouvé, par exemple, Albert Ruffin, dans La superstition à travers les âges, disait, dans son ouvrage qui s'appelle La superstition à travers les âges, à Cranon, c'est une contrée en Grèce, partant de sécheresse, on promenait une amphore sur un chariot pour inciter la pluie à tomber. Les célèbres philosophes conseillaient, par exemple, si en rêvant on avait vu des étoiles, il fallait tourner en rond. Si c'était la lune, de courir en long. Si c'était le soleil, de courir tout en long qu'en rond. J'en ai encore quelques-uns là-dessus. Ça, ce sont des choses qu'on ne va pas nous révéler, quoi. Albert Bonnard disait dans La civilisation grecque, et ça c'est très important au niveau de la physique et de la mécanique, l'esclavage ne se contentait pas de rendre inutile l'invention des moyens mécaniques de production. L'esclavage avait tendance à freiner les recherches scientifiques qui auraient permis
la création des machines. C'est dire qu'il fait obstacle au développement même de la science. Elle s'est enfermée dans les spéculations théoriques et le résultat, pour ce qui est du progrès, restait le même. Les inventions mécaniques ne se développèrent donc jamais en Grèce parce qu'on disposait d'esclaves. Faute d'être stimulés par la nécessité de rechercher et de développer les moyens mécaniques de production que l'esclavage remplaçait, la science grecque n'est jamais née. Pourquoi faire de la mécanique? Pourquoi faire de la recherche de la physique ou des mathématiques pour essayer d'améliorer le confort de l'homme s'il y avait les esclaves qui étaient là pour y parvenir, quoi. Donc il y a un petit... Oui, donc on n'avait pas besoin de lancer, on va dire, de projet industriel, etc. ou de mécanique. Ouais. Absolument pas, quoi. Donc on a encore des cas, hein, Jean Hirsch qui déclare aussi dans son ouvrage Le Moyen-Âge une imposture, mais j'aimerais bien juste entrer dans ce phénomène de science. On parle beaucoup de médecine, dans mon domaine, on parlait de la médecine. Ah Quand on parle de médecine, on parle d'Hippocrate, de Galien. Donc j'aimerais bien parler juste le cas de la médecine en Grèce. D'ailleurs, serment d'Hippocrate qui est toujours juré. Serment d'Hippocrate qui n'en réalité pas le serment d'Hippocrate, c'est le serment d'Avicenne, de Ibn Sina, quoi. Et bon, on pourra encore en parler. Jean-Marie Gardaya souligne, en parlant de la médecine, hein, les Grecs étaient profondément superstitieux et innombrables sans les superstitions relatives à la santé et à la maladie. Innombrables les dévotions et les pratiques chassant la maladie grâce à une intervention surnaturelle. Donc en fait, c'était quoi? C'est de la magie en fait qui faisait un peu exactement. Ce qu'on appellerait de la magie aujourd'hui. Tout à fait. Le chamanisme, le sorcier en Afrique, le chamanisme en Asie, en Amérique du Sud, les prêtres qui font des incantations au nom de Jésus, etc., qui est un héritage grec, tout ça n'a rien en relation avec la médecine d'un point de vue scientifique, qui est l'observation, l'analyse et la reproduction à l'infini d'un fait scientifique. Je te cite encore un autre. Du Mesnil écrit dans l'Histoire illustre de la médecine, l'Olympe regorge de divinités guérisseuses. Igéa, c'est-à-dire Hygie, est la déesse de la santé. Péon, le médecin des dieux. Diane Artémis, déesse des vierges, invoquée pour guérir les enfants. La déesse Eilitis Héra, confondue chez les Romains avec Junon et Géry, déesse de l'accouchement des femmes et des enfants. Ajoutons encore la déesse Aphrodite pour la sexualité et enfin Asclépios ou Esculape qui incarne la médecine. Donc ça en plus ce sont des auteurs français, c'est ça qui ont fait des recherches approfondies sur la médecine grecque pour en connaître les racines exactement. Je peux encore, si on a un peu le temps... vas-y, t'en as encore pas mal, c'est ce que je vois. C'est pour te montrer que bon, ce que j'affirme n'est pas quelque chose que je suis le seul à dire. Oui, voilà. Oui, Albert Ruffin explique, à Épidore, Esculape guérissait par des songes divins. En médecine pour les Grecs, d'une façon générale, la croyance voulait que chaque signe zodiacal menaçât la partie du corps qu'il gouvernait. Il existait des jours indifférents et des jours critiques dans le cours des maladies à cause de ces influences planétaires. Ils attachaient d'ailleurs une importance considérable au chiffre 7. Les Grecs nommaient Séléniaque, donc Séléné la lune, pour tous ceux qui étaient atteints de maladies mentales ou nerveuses. Les éolites avaient des pouvoirs surnaturels et donc capables de soigner les maladies. L'influence des astres, donc des dieux, sur les pierres devait être codifiée par les lapidaires grecs. Donc là, quand on regarde un peu des images ou des fresques du Moyen-Âge, on trouve toujours le roi avec une couronne et des émeraudes. Oui. C'est en relation avec ceci. Donc les pierres qu'ils mettaient pour guérir au cas pour empêcher certains troubles psychiatriques ou des talismans en fait. Donc en fait, d'accord, oui, on est vraiment dans le domaine chamanique, un peu magique. Encore une ou deux. Donc Boyance, un autre historien, le culte des muses chez les philosophes grecs, les orphistes, c'est-à-dire les adeptes de l'Orphée, dieu de la musique, comme les pythagoriciens, prétendaient par toutes sortes de conjurations et de moyens magiques guérir les maladies, asservir les dieux et la volonté du suppliant. Le médecin, versé dans les arts magiques,
Le prêtre purificateur et les orphiques, s'inspirant de ce modèle, exerçaient leur activité dans tous les domaines. D'accord. Un étudiant en médecine qui préparait sa thèse, Jean-Bernard Boulet, en 1804, dans sa thèse de docteur en médecine à la faculté de Paris, nia catégoriquement l'existence du personnage Hippocrate. Ah, pour lui, Hippocrate, c'est une légende. C'est carrément. une légende, il n'a jamais existé. C'est ça. Un dernier petit... Après, on rentre dans la médecine grecque. Qu'est-ce que la médecine grecque? La thérapie, la thérapeutique grecque. Comment les Grecs soignaient leur conception de la médecine? Thérapie, un mot grec aussi en plus. En plus, voilà, c'est ça. Donc, là, il y a une petite liste, un petit peu, Oui. qui va donner un peu, c'est juste 2 ou 3 petites pages, mais on ne va pas tout prendre, en compte quelques-unes, qui a été ensuite mise en avant par Jean-Bernard Mousson-Lanoz, qui était un médecin, un historien, établit un inventaire de ces traditions et superstitions qui constituent la médecine grecque. La médecine grecque, c'est une tradition, c'est une superstition, n'a rien de scientifique. Puisque la médecine est d'origine sacrée, sa pratique devait nécessairement passer dans les temples. Le prêtre apparaissait comme l'émanation d'un dieu. Par ses fonctions, il se trouvait appelé à exercer la médecine. C'est un phénomène commun à toutes les anciennes formules religieuses. En fait, c'était plus des prêtres que des véritables médecins, c'est ça que tu es en train de nous dire. Parce que dans l'Antiquité, les Égyptiens, les Perses, les Assyriens, les Mésopotamiens, les Phéniciens, les Grecs, les Romains, les sociétés africaines, asiatiques et sud-américaines pratiquaient exactement la même chose. La médecine était d'ordre religieuse, magique, superstitieuse et légendaire. Il n'y a rien de scientifique. Et là, je te permets de lire un petit peu, comme tu as une belle voix, certains remèdes grecs. Alors certains remèdes grecs. Alors on va Tu peux en choisir quelques-uns et puis tu peux aller... Ah bah là, je vais en prendre certains polémiques. Menstrue en retard, par exemple. Appliquer une araignée contre le sexe de la patiente. Bon, j'avoue rester un peu pantois devant... Alors, on me dit par exemple fièvre. Voilà, chose classique. Hein. Placer une grenouille dans la poche du fiévreux. Tenir du lard salé entre les doigts. Ça, c'est... D'accord. Alors, la déficience mentale. Ah, ça c'est le top. C'est pas mal. On va donner la recette à certains. Alors, placer la tête d'un individu intelligent contre la tête du malade. Ah. Là, j'avoue que ça, c'est la... Et donc ça, c'est la médecine grecque. Médecine grecque. C'est-à-dire quand on avait défini que quelqu'un était déficient mentalement, le remède, c'est on lui dit, bon bah toi, t'es un mec intelligent, tu vas aller placer ta tête... À côté de celui qui est déficient mental et... Alors là, j'en vois une qui me paraît, d'un point de vue médical, carie dentaire, appliquer une dent de mort contre la dent cariée. On pourrait qu'une double infection, j'ai envie de dire, parce que la dent du mort sur la carie, c'est toute la bouche qui s'infecte, quoi, d'un coup. Enfin. Pour une insomnie, par exemple, l'insomnie, c'est intéressant. Alors l'insomnie, voilà, un mal dont beaucoup souffrent, attacher une truie dans le lit du malade. Ça, c'est la médecine grecque. Ça, c'est la médecine grecque. Ça, c'est ce qu'on nous a toujours caché. La réalité, c'est ça. Parce que ce sont des pratiques qui étaient très d'usage courant dans l'Antiquité. Et les Grecs, je ne vois pas pourquoi, se passeraient de ce genre de pratiques alors que d'autres le faisaient exactement. Quoi. Les Égyptiens le faisaient exactement parce qu'on a trouvé dans le livre des morts certains remèdes pour guérir certaines maladies. Parce que, mon cher Patrick, la médecine de l'époque n'était pas scientifique. C'était que de la magie et de la superstition, et rien d'autre, quoi. Si tu veux, il y en a encore quelques-uns. Ouais, il y en a encore quelques-uns, alors ils sont assez énormes. Alors, on me dit par exemple une hémorragie. Voilà, donc juste pour te dire une petite... Ça, c'est la médecine grecque. Ça, c'est la médecine. En parallèle, la médecine musulmane qui est apparue à partir du 9e siècle. Et tu verras la différence. Donc il y a deux façon de traiter, une façon grecque et la façon
musulmane. Quand je dis musulmane, ce sont des pères fondateurs comme Avicenne, comme Averroès, comme Rhazès, comme eux, eux ont mis au point des remèdes. Par exemple, tu peux en par dire... exemple, on peut voir une hémorragie, donc ça c'est un classique, en plus surtout qu'il y a des guerres ou quoi. Donc cautérisation au fer rouge. Donc en gros, on brûle tout, quoi. Tout à fait, voilà. Tout est brûlé. Alors que dans la médecine musulmane, tu dis ligature des vaisseaux. Ouais. Ce qui semble être plus proche de la médecine moderne. C'est-à-dire qu'une hémorragie, oui, on ligature les vaisseaux, du coup on empêche le sang de s'écouler. Tout à fait, tout à Donc fait. c'est très très moderne. Tout à fait. La cataracte, par exemple. Ah bah la cataracte. Alors, cataracte, problème aux yeux. Alors, dans la médecine grecque, application de l'œil droit de la grenouille et du serpent sur l'œil infecté. Déjà, il faut se mettre une grenouille et un serpent dans l'œil. Alors que pour la médecine musulmane, on me dit résorption totale par une aiguille creuse. Tout à fait. Un des fondateurs de l'ophtalmologie, qui s'appelle Al-Mausili, a découvert, a mis au point des opérations de la cataracte par ponction à l'aiguille creuse, sous anesthésie locale, à base de hashish, donc il le faisait par pratique courante. Oui, l'anesthésie. Anesthésie locale. Qui a été, alors ça pour le coup c'est quand même admis, c'est la médecine musulmane qui a ramené l'anesthésie. Ça, tout à fait. Ouais. Avant il n'y avait pas d'anesthésie. Non, absolument pas, c'était au fer blanc. Voilà, et puis il me semble que dans la médecine musulmane, on utilisait certains opiacés ou le hashish pour endormir. À base de gentiane et de jus, c'est ça. Alors il y en a d'autres, oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont... Il faut justement que les gens essayent d'avoir conscience de cette médecine. J'en avais une tout à l'heure qui était assez marrante, je vais les lire quand même, c'était la conjonctivite. Donc appliquer l'œil droit de la grenouille et du serpent sur l'œil affecté. C'est horrible. On a déjà les yeux complètement boursouflés, et en plus il faut que tu fous des grenouilles sur les yeux. C'est ça, quoi. Et ça, c'était ça la médecine grecque. La médecine grecque. Ça, on ne l'apprend pas sur les bancs de la faculté de médecine. Mais qu'est-ce qu'on a... Mais les médecins, comment ils justifient ça? Parce qu'on leur apprend ça, ils le voient ça. Comment ça... Il voit bien que cette médecine... Parce qu'il n'y a, Patrick, il n'y a pas d'histoire de la médecine. Il n'y a pas d'histoire comparée de la médecine. Quand on fait des études, et dans tout le reste, je veux dire, quand on fait des mathématiques, de la biologie, je veux dire, de la géographie ou n'importe, on ne daigne pas voir la médecine d'un point de vue global, universel. Est-ce qu'il y a d'autres peuplades à travers la planète qui ont travaillé sur la médecine qui est un peu différente de celle-là? Mais eux, ils ont focalisé que sur la Grèce et rien d'autre. La Grèce, c'est l'européocentrisme. La Grèce est la valeur de tout, la valeur absolue de toute la science. J'arrive avec mes travaux et je fais du rétablisme. Je rétablis quelque chose qui est très qui ne peuvent pas tolérer. C'est pas possible, quoi. Donc voilà. Parce que ça, toi, t'expliques que donc cette médecine là, ouais, tu nous montres qu'elle est que ça relève pas de ce que nous en fait on appelle la médecine aujourd'hui. Qui n'a strictement rien à voir, quoi. Parce que la médecine, elle a une traçabilité. Elle est apparue à une certaine période, et ensuite, bien sûr, elle s'est développée, elle a évolué jusqu'à ce qu'on trouve maintenant la médecine actuelle, comme IRM, opération à cœur ouvert. Mais c'est un progrès qui est apparu à une certaine période précise, mais qui n'a aucun lien ni aucun rapport avec la Grèce antique. On parle toujours de Galien, d'Hippocrate, il a écrit un livre, en parlant par exemple même de Platon, Platon le Timée, l'éthique de Socrate. Le problème, qu'est-ce qu'un livre? Parce qu'on reprend, il y a un petit... tu as déjà vu l'école d'Athènes? Oui, l'école d'Athènes, où on remarque Aristote tenant l'éthique, Platon à côté de lui tenant le Timée. Un peu plus loin, Pythagore qui est en train d'écrire sur un livre. Derrière lui, il y a un personnage affublé d'un chèche qu'on peut apercevoir comme Averroès et qui essaye de copier un peu par-dessus l'épaule. Voilà, et un peu plus loin vers la droite, on retrouve Euclide et Archimède. Ça, c'est l'école d'Athènes, la fresque de Raffaello de Sanzio, qui se trouve au Palais du Vatican, à la Chambre des signatures. Donc le problème là, c'est une fresque,
On dirait, à l'époque, c'était pas quelque chose d'anodin, c'était pour marquer la conscience des individus. Quand on remarque la fresque de Raffaello, on retrouve des livres. Aristote, Platon, Socrate, mais certains ils vont vous dire, mais bon, c'est symbolique et tout. Mais la conscience collective des gens, c'est un livre. Un livre est un livre. Qu'est-ce qu'un livre en réalité? Qu'est-ce qu'un livre? Qu'est-ce qu'un livre? C'est censé être un recueil, je sais. Un livre est la réunion de plusieurs feuilles entre elles qui donnent un livre, c'est-à-dire un codex. Donc, on appelle en latin un liber, quoi. Donc voilà, voilà la définition d'un livre. On va le prendre directement pour ne pas de... la définition même du Larousse. Le livre se définit comme une réunion de plusieurs feuilles de papier servant de support à un texte manuscrit ou imprimé. Donc, un livre comme défini, puisqu'on nous dit que ces livres ont été écrits par Hippocrate, par Galien, par Thalès. Ils ont écrit des ouvrages de mathématiques, de géométrie, de médecine, de chirurgie, de botanique, matériel médical de Dioscoride, etc. quoi. Sur quel support ont-ils écrit? D'après ce qu'ils nous disent, et ils nous l'imposent sur des livres. Donc le livre, d'après cette définition, on n'en a jamais trouvé un seul vestige. Il n'y a aucun livre. C'est-à-dire Mais il n'existe pas. Même d'un point de vue archéologique, quand on fait des fouilles, ils ont fouillé la Grèce, ils ont fouillé Rome, ils n'arrêtent pas de fouiller. Ils fouillent tout le temps. Jamais ils n'ont trouvé un vestige d'un quelconque livre. Imagine ce bouquin du rétablisme, je le jette dans une cave, je reviens 500 ans plus tard, je trouve, même s'il est dans un état déplorable, je trouve un peu, au moins la forme d'un livre, quoi. Je veux dire, un fragment d'un livre. Tiens, il ressemble à un livre. Fut un temps, c'était un livre. On voit que c'est un codex carré, voilà, rectangulaire, c'est un livre. Donc voilà. Aucun vestige, aucune fouille archéologique n'a jamais retrouvé. Rien du tout. Mais quoi, on a trouvé des textes quand même, non? C'est quoi ce texte? Sur quel support ont été faits ces textes? Il y a des textes qu'on trouve. Quels sont les supports d'écriture de l'époque de l'Antiquité? Tablette de bois blanchi. Tablette de bois blanchi. C'est vrai qu'on n'a pas encore au papier. Hein. Voilà. On est très loin du tablette papier. de bois enduit de cire. Ah, ça, oui. Le parchemin à base de potane et de bovin, d'agneau, de chèvre, etc. Des tablettes d'argile, qui est apparu un peu plus tard d'ailleurs. Sinon, plaques de bronze, plaques de pierre. Ah oui, les plaques de bronze, on a retrouvé. Voilà, plaques de pierre. Oui. Le papyrus, papyrus, il ne pouvait pas trop le commercialiser parce que c'est une entreprise d'État. Le pharaon avait le droit monopole absolu sur le papyrus. Donc la fabrication du papyrus servait à l'administration égyptienne et à la prêtrise, c'est-à-dire tout ce qui est acte religieux. C'était ça à quoi servait le papyrus. Donc les Grecs n'avaient pas accès au papyrus. En plus, la commercialisation du papyrus était très très contrôlée parce qu'elle était très chère déjà pour fabriquer le papyrus. Et comme c'était un monopole d'État, donc ils ne pouvaient pas le... Et ceux qui arrivaient à en avoir, ça coûtait tellement cher qu'on ne pouvait pas écrire on ne pouvait pas s'en servir. Donc le problème, c'est que sur ce genre de support, on peut faire des estampes, on peut graver un petit peu, quoi. Mais il est impossible d'écrire un typé de 300, 400 pages actuelles. Imagine-toi un peu la quantité de pierres, c'est de la pierre, de bronze, c'est de bronze, des omoplates, voilà, tout à fait, ou de parchemin, etc. Impossible. Peut-être pour une estampe, pour une gravure, on peut. Peut-être la pierre de Rosette, on l'a retrouvée. Donc elle est au British Museum. Donc on peut trouver un petit peu de l'égyptien, un peu de grec, un peu de mais ça reste toujours très très limité, quoi. C'était un petit texte, mais il est impossible d'écrire de longs textes. On peut faire de longs textes, par exemple, sur du papyrus, qu'on essaie de mettre sur un parchemin. Sur du parchemin, peut-être. Mais écrire le Timée ou l'éthique, il est impossible d'écrire 300 pages de notre caractère à nous, quoi. Imagine-toi ce que ça peut faire. Donc ça veut dire qu'à l'époque, en fait, à cette époque, donc qu'on appelle en plus l'âge d'or de la Grèce classique, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de traces. Aucune trace. On a quoi, des bribes de textes qui ne sont pas revenus? C'est quoi? Comment on a attribué, par exemple, le théorème de Pythagore? On nous a dit,
Il y a un Tout à théorème fait. de Ça Pythagore. serait, Patrick, ça sera peut-être dans le peut-être tout à l'heure, Ah bon, bah, ok, parce qu'il y a un cheminement, pour comme ça on comprenne bien, que les d'accord, gens qui ok. nous écoutent comprennent bien. D'abord, le problème, le papier est apparu quand? Ah, beaucoup plus tard, le papier, on sait, ça paraît beaucoup Le plus tard. papier apparaît pendant la bataille. Il y avait une bataille qui s'appelle la bataille de Talas. La bataille de Talas, c'est une bataille qui a opposé. Bon, c'était au Kyrgyzstan. Oui. Kyrgyzstan, il y avait un. En Asie centrale, donc. Voilà, actuelle. l'Asie centrale. Donc, il y avait le monarque qui était converti à l'islam et qu'il demandait l'aide des musulmans parce que les Chinois arrivaient en masse pour l'obliger à payer un tribut. Donc, donc cette région donnait un tribut chaque année aux Chinois. Et comme à cette période, ils ne voulaient plus leur donner, les Chinois, par représailles, ont envoyé une armée. Il a demandé l'aide de Abu Abbas el-Safa, de la dynastie des Abbassides, Oui. qui a envoyé le général Salih ibn Ziyad, c'était un grand général de l'époque de l'armée musulmane, qui est allé aider ce monarque. Il y a eu une grande bataille. Donc la bataille était conduite pendant la dynastie des Tang, en chinois, qui a été ensuite commandée par le général Tao Qianchi, peut-être pas un Sud-Coréen, un Coréen, un général coréen Tao Qianchi, qui était à la tête de l'armée chinoise. Donc il y avait une très grande bataille. Les musulmans sont sortis vainqueurs. À la suite de cette bataille, les musulmans ont fait prisonnier des Chinois, des prisonniers chinois. Ils ont été emmenés à Damas et à Bagdad, et c'est là qu'ils ont délivré le secret du papier et de l'encre de Chine. D'accord. Voilà. Donc en 755, donc en 755, la création de manufactures de papier qui alimente l'empire musulman. Donc en 755, le papier apparaissait dans les territoires musulmans. On est loin du papier, du timé et de l'éthique, puisqu'il n'existait pas. Oui, C'est à cette période qu'est apparu le papier. Nous avons des traces historiques. Papier inventé par les Chinois, ça, il n'y a Par pas les de doute Chinois, là-dessus, tout à fait. comme langue de Chine. Tout Alors, elle porte encore son nom. tout à fait. Donc voilà. Donc ensuite, à cette période de 755, il y a eu un livre, la naissance du livre. Le premier livre de l'humanité réellement, qu'on peut tracer archéologiquement, historiquement, fut le Coran. Donc la naissance du livre, le premier livre, en arabe on appelle ça Kitab. Kitab, c'est le livre. D'ailleurs, ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que Kitab, dans le Coran, il parle du Kitab. Il te parle, il te dit, c'est un assemblage de feuilles en forme de manuscrit. Il te donne déjà la définition, comment fabriquer le livre. Mais les Chinois, ils ont fabriqué des livres. Non, ce n'était pas des livres, c'était des parchemins. Des parchemins qu'on dépliait voilà, comme ça, tout à fait. C'est des rouleaux, en fait. Des rouleaux. Ils ne connaissaient absolument pas le livre. Ils ne savaient pas ce que c'était, le livre. Donc, le premier livre, bon, Kitab, les Latins l'ont nommé Codex ou Liber. Liber en latin veut dire livre. Le premier livre de l'histoire, au sens étymologique du terme, fut le Coran. Donc, il se propage par ce moyen le plus rapidement. Aux quatre coins du monde, il est arrivé. Il est parti pratiquement, que ce soit en Afrique noire, en Afrique du Nord, en Asie, etc., par un moyen. Pourquoi? Parce que déjà au IXe siècle, les musulmans utilisaient l'impression xylographique, c'est-à-dire une impression, on commence à être déjà dans l'imprimerie. Au lieu que ce soit une imprimerie de type mobile comme celui de Gutenberg, c'était une imprimerie de type fixe. On gravait le texte sur du bois, qu'on passait ensuite les feuilles de papier qui étaient fabriquées, et ensuite on fabriquait le Coran. Dans ce contexte-là, le Coran était monoscript, c'est-à-dire que c'était le même Coran pour tout l'empire musulman, puisqu'il sortait de la même fabrique. Voilà. Donc, c'est le système qu'on a. Donc tu veux dire qu'on faisait comme une espèce de plaque sur laquelle étaient on gravés les caractères et on imprimait comme ça à chaque feuille. Tout à fait. Et on formait le livre. D'accord, tandis que l'imprimerie Gutenberg, c'était, tu veux dire, les lettres qui échanger, échangeaient, tout à fait. Voilà, on appelle ça l'imprimerie mobile. D'accord. Donc ensuite, la technique du fabricage. Non seulement les Chinois, ils ont légué le secret du papier, mais ce papier n'était pas tout à fait intéressant d'un point de vue livresque. Tu vois, c'était un papier rudimentaire, pas terrible. Donc les musulmans l'ont perfectionné.
Dès le milieu du 8e siècle, en 755, à Bagdad et à Damas, la pâte est coulée sur des formes et des vergures qu'on appelle un filigrane laissé sur le papier verger, c'est-à-dire le papier présentant un filigrane rectiligne, visible sur les feuilles de papier, attestant de l'emploi du châssis. Donc le papier ainsi produit était faiblement compact et raboteux. Avant de le coller et de le lisser, il est traité par un enduit, une sorte de gelée composée d'amidon de farine qui, en remplissant les pores, celui-ci rendait le papier compact et en blanchissait la surface. Puis, la feuille, ajustée sur une table, est polie à l'aide d'une pierre dure, puis collée à la colle d'amidon en imbibant la feuille dans une solution. Ça, c'était le papier fabrication type Damas au Bagdad, bien qui est supérieur et beaucoup plus résistant que celui du papier que les Chinois ont légué, le secret. L'encre, c'est pareil. L'encre des Chinois est un peu différent de ce que... Parce qu'entre-temps, les musulmans, quand ils avaient le papier et l'encre, ils l'ont perfectionné parce qu'ils avaient un usage beaucoup plus intense et beaucoup plus... qui demandait beaucoup plus de manipulation mécanique. L'encre est une substance fortement teintée, généralement noire. Ça, on le sait. Hein. Donc, qui sert à marquer le support, papier, texte, etc. Donc, les premières encres, tant en Chine, en Orient en général, qu'au Proche et Moyen-Orient, puis en Europe, sont toutes à base de noir de fumée. Vous voyez, tu vois les Chinois en train de faire ces calligraphies. Donc, c'est à base de noir de fumée, lié par de la gomme laque, ou laquée. Okay. Donc, une grande innovation est l'encre au fer, créée par les musulmans à partir du 9e siècle, avec ces 3 ingrédients de base. Noix de Galles, sulfate de fer ou de cuivre, gomme laquée. Ces derniers l'introduisirent en Occident au 9e siècle. Ce sera la seule à permettre l'usage des plumes d'oiseaux pour l'écriture. Tandis qu'en Extrême-Orient, la tradition de l'encre noire de fumée se perpétue avec l'usage du pinceau. L'évolution majeure réside donc dans l'emploi de colle plutôt que de gomme. Donc l'encre au fer, dès qu'elle se fixe sur le papier, le temps n'a plus d'effet sur elle. Ses nuances et son éclat défient les siècles, voire les millénaires. Dans ces cas, le papier doit bien sûr lui aussi être de grande qualité. Et là, je vais te montrer juste une... Ah oui, parce que, alors juste pour expliquer, l'encre chinoise, la première encre, donc à base de charbon de bois, en fait, elle ne tient pas dans la longueur. Elle s'efface un peu, parce qu'en fait, c'est comme si c'est du charbon de bois avec lequel on écrit. Voilà, juste fixé un peu par de la laque. Et fixé par une sorte de laque. Tout à fait, exactement. Là, je vais juste me permettre de te montrer juste un petit exemple de ce que, si j'arrive à le retrouver, tu peux, voilà, je vais essayer de le retrouver. Ah, voilà.